adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, élection partielle, victoire écrasante du Parti québécois dans Jean Talon, François Legault ramène l'idée du troisième lien autoroutier à Québec pour tenter de regagner ses électeurs. Des diplomates canadiens en Inde sont menacés d'expulsion. Mélanie Joly est en pleine négociation avec le gouvernement maudit. Greg Fergus est élu nouveau président de la Chambre des communes à Ottawa et la Cour place un gag order sur Donald Trump pour l'empêcher de harceler les membres de son procès. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une victoire écrasante qu'a signé le Parti québécois hier soir dans la partielle de Jean Talon, alors qu'on s'attendait à une course plutôt serrée entre la CAQ et le PQ. Finalement, surtout que la CAQ avait mis de l'effort, la présence du premier ministre lui-même, des ministres en porte-à-porte. Oui, ça faisait deux mercredis de suite qu'on annulait le fameux caucus là, des ministres, la rencontre, pour envoyer des élus sur le terrain pour se rendre, pour faire justement du porte-à-porte. Puis le Parti québécois partait quand même de loin dans la région de Québec. Mettant tout ça dans la balance, on se disait, oui, le PQ va être compétitif, oui, le PQ a une chance, mais je pense que personne ne s'est risqué à dire le PQ va gagner à plate couture à du 2 pour 1 et plus. Oui, 2 pour 1 et plus. Là, on parle de 44% des votes contre 22% par exemple là, pour la candidate de la Coalition Avenir Québec, Marie-Annick Chouari, qui s'est retrouvée deuxième. C'est le solidaire Olivier Bolduc, lui, à 17% qui était troisième. Élise Havard-Bernier, 9%. Et le conservateur Jesse Robitaille à 6% pour les meneurs de la course, là, les 5 premiers partis. Donc, ça a été la fête dans les locaux du Parti québécois hier, rapidement. Seule fête, parce qu'il n'y a pas un autre parti qui pouvait plaider c'est quand même un bon résultat, honorable, on a amélioré notre pourcentage. Tous les autres partis ont baissé leur pourcentage ou reculé dans le rang, ou dans le cas des conservateurs, il y avait supposément une montée puis réussi à intéresser le monde avec l'appui l'opposition au tramway. Ça a fait patate. Les libéraux, c'était un désastre. Québec solidaire était deuxième, sont revenus troisième. Donc, c'est vraiment catastrophe pour la CAQ et tous les autres. Et un seul grand gagnant qui triomphe vraiment, c'est le PQ. Oui, Pascal Paradis. Au point où le chef, M. Paul Saint-Pierre Plamondon sentait le besoin à répétition dans son discours, ses entrevues, de dire faut rester humble, faut rester modeste dans cette grande victoire. Ouais, il disait ça avec un grand sourire dans le visage quand même en disant que je pense qu'il était plus capable de le décrocher, le grand sourire, même s'il avait voulu. Ouais, c'était difficile pour lui. Puis tôt ce matin, on l'a vu avec justement le nouveau député du Parti québécois, Pascal Paradis, en train de saluer les automobilistes dans la région de Québec avec les panneaux. Ouais, c'était cute, c'est bien qu'ils ont fait ça. Avec des panneaux merci. Là. Merci, ouais, ben on se comprendra aussi que les raisons de se réjouir au Parti québécois étaient quand même minces dans les dernières années. Donc, on prend tout ce qui passe de leur côté, mais bon, c'est toute une victoire qui a quand même amené François Legault hier soir, assez rapidement, merci, à prendre le blanc même sur lui-même puis sur le parti, puis à commencer à faire un post-mortem qui a poursuivi aujourd'hui. Ouais, jusque-là, hier, je te dirais que c'était plutôt bien. Le bon ton. Ouais, j'étais dubitatif à dire, OK, là, c'est parfait d'avoir le bon ton. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, aujourd'hui, au moment où il a convoqué la presse avant la période des questions, il a fait des déclarations qui en ont surpris plusieurs. Ouais, en ont surpris plusieurs. Là, pour le début du mois d'octobre, il ramène un zombie dans le thème de l'Halloween, Mario. Le troisième lien routier, le troisième lien autoroutier, projet qu'on croyait désormais mort et enterré ou presque, qui avait causé, bien évidemment, là, de l'insatisfaction dans la région de Québec pour les électeurs de la Coalition Avenir Québec qui croyaient fermement à ce projet-là, qui avait été défendu bec et ongle pendant la dernière campagne électorale avec des déclarations qui sont inutiles de répéter, mais très fortes, là, jusqu'à la dernière goutte de sang, on va se battre pour mettre un troisième lien autoroutier. Bref, et là, laissez flotter l'idée aujourd'hui de dire que il va faire une consultation dans la population pour entendre les gens, les résidents de Québec et savoir. Je dis aux gens qui nous écoutent, si vous avez l'impression que c'est pas clair, là, c'est pas clair. Zéro. Ce qui est clair, c'est que la porte à un troisième lien n'est plus fermée. Ça, je pense que c'est clair. C'est clair qu'il y a une volonté de consulter les gens sur quoi, là? Sur est-ce qu'ils en veulent vraiment d'un troisième lien? Est-ce qu'il est nécessaire? Ouais, puis là, on interrogeait toutes sortes d'autres députés, même de la Coalition Avenir Québec, même des ministres là, qui se dirigeaient vers le Salon Bleu plus tôt aujourd'hui, puis
qui eux-mêmes semblaient surpris de la déclaration, se le faisaient apprendre sur le coup. C'était spécial quand même de voir François Legault comme ça, annoncer ça aujourd'hui. Je pense que le troisième lien, personne n'avait ça sur sa carte de bingo, Mario, aujourd'hui. Là. Non, personne n'avait prévu ça. Et même, je me suis demandé, en cours de point de presse, on aurait dit que François Legault en rajoutait au fur et à mesure des questions des journalistes, là, tu sais, qui en remettait une couche, là, parce que là, il a parlé d'une consultation. Bon, consulter, écouter les gens. Il dit notre devoir comme gouvernement, c'est d'écouter les gens. Ça engage à peu de choses, là. Mais là, remarque, c'est pas une consultation. Il n'a pas annoncé une consultation formelle, là, genre une commission qui va se dérouler de telle date à telle date, puis que les caméras vont pouvoir être là, puis constater ce qui se dit. C'est plus. Ils disent, on demande à nos députés de consulter. Fait que ça, c'est une affaire non vérifiable. T'sais, les députés, d'abord, les députés, techniquement, je pourrais te dire, ils consultent tout le temps. À chaque fois qu'ils vont au restaurant, quelqu'un leur parle d'une forme de consultation. Quand les gens leur donnent toujours leur opinion partout où ils vont. Quand ils font du bureau de comté, il y a quelques des gens dans leur bureau de comté, ils écoutent les gens, ils font de la consultation. Mais en même temps, c'est pas vérifiable. Qu'est-ce qui est dit, les opinions des gens. Mais c'est comme une façon détournée de ramener le sujet du troisième lien, mais pour faire quoi? Est-ce que vraiment ils veulent, avant la fin du mandat, remettre à l'agenda le projet du troisième lien autoroutier? Est-ce qu'ils veulent vraiment, est-ce qu'ils seraient prêts à créer un comité d'experts en cours de mandat? Parce que là, on avait fait un volte-face du côté de la CAQ, ça a été difficile. Ça a été difficile pendant quelques semaines. On a dû défendre le choix. Geneviève Guilbeault qui se faisait vilipender par les préfets de la MRC sur la Rive-Sud de Québec, par exemple, pendant un bon bout. Mais là, on dirait que c'était sorti des esprits. On dirait qu'on était ailleurs. Puis là, de le ramener, c'est risqué quand même, mais sorti des esprits, je suis pas sûr à Québec. Parce que mais je suis pas sûr qu'en fait que la CAQ fait une bonne lecture, parce que je pense que dans Jean Talon, les gens n'ont pas tellement voté en fonction du troisième lien comme étant « on voulait absolument le troisième lien, tu nous l'enlèves, on te punit ». Je pense bien plus que c'est « tu nous as dit n'importe quoi en campagne électorale, on te punit ». Moi, j'interprète ça comme ça. Ouais. C'est beaucoup plus ça. Parce que le comté de Jean Talon... Tu sais, si t'étais à Lévis ou dans Bellechasse, je te dirais là, tout le monde veut le troisième lien, ou très largement les gens. Mais dans Jean Talon, les gens, ils l'utiliseraient pas tant, il n'y aurait pas tellement d'intérêt. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus un sentiment que la CAQ a promis une affaire, puis là, on n'est même pas sûr que peut-être qu'ils savaient qu'ils n'allaient jamais le faire, ils nous l'ont pas dit, puis là, après l'élection, 5-6 mois après l'élection, ils nous le disent. Fait que c'est ça. Donc là... Est-ce que vraiment on va marquer des points? D'abord, aujourd'hui, les partis d'opposition s'en donnaient à cœur joie. Et là, je comprends que M. Legault veut dire aux gens de la région de Québec, je vous ai entendu, là. Vous m'avez passé un message fort, je vous écoute, je vous entends. Mais est-ce que sa proposition va être prise au sérieux? Parce que les gens vont dire, ah, là, c'est parfait, il a changé d'idée. Écoute, ça fait improvisation, puis ça fait un gouvernement qui réagit très, très, très nerveusement à un résultat d'élection partielle. Sur la scène fédérale, maintenant, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, aujourd'hui, a refusé de confirmer cette nouvelle sur laquelle le gouvernement maudit en Inde aurait demandé au Canada de rapatrier, et pas quelques-uns, là, quarantaine de diplomates d'ici mardi prochain. Là. C'est les 2/3 de ce qui nous reste en Inde. Là. On a une soixantaine. 62 pour être précis. On a exigé le départ selon le Financial Times qui rapportait la nouvelle tout d'abord. 41 des 62 diplomates canadiens là, auraient été demandés. On leur aurait demandé de quitter sous peine de perdre leur immunité diplomatique. Là. Puis pour ceux qui connaissent mal tout ce qui est diplomatie internationale, l'immunité diplomatique, c'est assez sérieux. Là, c'est une façon polie de dire au Canada, ramène-les chez vous. Oui, absolument. On peut plus garantir la sécurité exacte de vos gens s'ils se retrouvent ici. Bref, une information qui reste toujours à confirmer. On a été évasif, tant du côté du premier ministre Justin Trudeau que du côté de Mélanie Joly, qui dit, elle, là, privilégier des discussions qui se poursuivront en ce moment derrière les portes closes. Mais c'est certain que ça rajoute un cran encore là, dans les tensions qui existent. Ce que ça nous dit, c'est que par rapport à... Parce que nous, il y a eu deux espèces de scandales à l'international. Il y a eu le conflit avec l'Inde, puis il y a eu le nazi, la Chambre des communes. On était passés de l'une à l'autre. Mais ça nous rappelle que l'Inde ne décolère pas. L'Inde continue de taper sur le Canada, de donner du trouble au Canada, choqué de la sortie de Justin Trudeau.
on avait eu quand même la semaine passée une nouvelle disant l'Inde accepte là, si le Canada a vraiment des preuves qu'un citoyen canadien a été assassiné. Ils sont prêts à regarder les preuves, mais ça aurait été une erreur d'interpréter ça comme une acceptation par l'Inde de ce que le Canada, de ce que Justin Trudeau avait fait. Donc c'est c'est un peu inquiétant parce que il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui font des affaires en Inde. Ces diplomates à l'étranger sont là pour aider les relations, faciliter la vie d'une entreprise, par exemple, canadienne qui s'installe en Inde. Alors là, si on en rapatrie 40, c'est un refroidissement à long terme des relations entre le Canada et l'Inde. Tout savoir en 24 minutes. Tu parlais justement de ce scandale de cet ancien soldat SS nazi qu'on a ovationné, mais tout ça, ça a coûté la tête à l'ancien président de la Chambre des communes à Ottawa, M. Anthony Rota, qui a dû quitter. Et là, on a finalement élu un tout nouveau président de la Chambre des communes. C'est le Québécois Greg Fergus qui a été élu, là, lui, donc, qui est l'élu de Hull-Aylmer, qui va succéder à M. Rota, ce qui en fait quand même, non seulement le premier Québécois depuis 1983 à occuper ce poste-là, mais également le premier noir de l'histoire du pays au grand complet, donc à accéder à ce poste-là. C'est fait amener, là, comme le veut la tradition, de force, entre gros guillemets, par Justin Trudeau et par Pierre Poilievre aujourd'hui, donc premier ministre puis directeur-chef de l'opposition officielle, ma foi, qui l'ont amené jusqu'au siège aujourd'hui, comme le veut la tradition. On essaie de tourner la page, on va passer à autre chose. Ouais, ben, tu sais, habituellement, quand on élisait un président, pas qu'on minimisait son rôle, mais on suivait ça un peu de loin, parce qu'on se disait, tu sais, le président... C'est des formalités un peu. C'est des formalités, il passe la parole d'un à l'autre. Faut qu'il assure, c'est sûr que des fois, là, ça brasse en chambre, faut qu'il assure l'ordre, qu'il assure le bon déroulement. Mais avec quand la gaffe du prédécesseur a terni l'image du Canada dans le monde entier, a créé un tel brouhaha, c'est certain que là, on regarde le nouveau et on se dit, ouais, là, la job de président est quand même sérieuse, puis il faut que celui qui la prend ait un bon jugement, puis pose des bons gestes. Et donc, on souhaite un bon mandat à M. Fergus. Ce qui circule, là, mes sources disent que c'était quand même le candidat... c'était quand même comme le choix de Justin Trudeau, là. Ouais. Le vote est secret. Il n'y a pas vraiment de mot d'ordre, mais tu sais, dans les caucus, ça se parle un peu. Et moi, ce que ça m'indique, c'est que c'est quand même que, tu sais, dans le fond, le M. Trudeau a réussi à faire passer son choix, parce que dans les troupes libérales, c'est un vote secret. Là. Fait qu'on aurait pu dire si on aime mieux un autre, un libéral ou même un conservateur, chacun vote selon sa conscience. Et c'est déjà arrivé dans le passé. Mais donc, le fait qu'un candidat soit vu comme étant la préférence du premier ministre, il peut très bien être battu pareil, mais ça n'a pas été le cas ici. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Toujours à Ottawa, on a des nouvelles de la gouverneure générale, Mario, aujourd'hui, et chaque fois qu'elle revient dans l'actualité, dans la dernière année, même dans les dernières années, c'est rarement de bonnes nouvelles qui parviennent de la gouverneure générale, puis encore une fois, ça fait pas exception. On a une nouvelle facture remise sur le dos des contribuables qui est mise de l'avant par la Fédération canadienne des contribuables, entre autres, aujourd'hui, et cette fois-ci, après les scandales de repas en avion, de déplacements en Islande, de vêtements pour la garde-robe de la gouverneure générale. Mais là, on apprend que c'est 117 000 $ que ça a coûté de nettoyage à sec privé. Ouais, depuis 2018. Dans le fond, il y a eu deux, c'est Julie Payette et Mme Simon, l'actuelle gouverneure. C'est sur deux mandats. Oui. Mais quand même. Mais quand même. Surtout quand on apprend tous les détails qui viennent autour de tout ça. Parce que il y a déjà à Rideau Hall un service de personnel qui est chargé de faire la lessive. Alors là, on va se demander, mais pourquoi? Mais ils font pas le nettoyage à sec. Mais ils ne font pas le nettoyage à sec. Donc, à ce moment-là, on envoie chez les professionnels les vêtements de Mme Payette et de Mme Mary Simon désormais. Et c'est quand même, là, pour 117 566 $, la Fédération canadienne des contribuables, eux, ont toujours le bon jeu de faire des calculs. Ouais, le montant est effarant. Écoute, ça fait 1800 $ par mois. Oui, c'est 1800 $ par mois. 1800 par mois. L'équivalent de 13 831 chemisiers, 6 204 robes. Bon, la réponse, parce qu'il y a un mémo qui est sorti, la réponse du bureau de gouverneur général, c'est que pour l'essentiel, ce ne sont pas des vêtements, semble-t-il. Oui, semble-t-il, ce sont des nappes, des serviettes, des draps. Oui, mais des draps et des tapis, mais vraiment des objets qui sont... c'est pas des draps blancs de lit ordinaire, là. Oui, tu mets dans laveuse à froid. C'est ça, des choses que
comme des objets patrimoniaux qu'on peut pas mettre jamais mouillés, là, des rideaux, des tentures historiques, etc. Donc, ils doivent être traités avec le plus grand soin. Et il semble que c'est beaucoup plus ça que des vêtements. C'est la réponse qu'on nous donne. Le chiffre est quand même astronomique. Oui, parce que là, ça commence à faire beaucoup quand on additionne à tout ça. J'en parlais tantôt, là, des frais de déplacement de 77 000 pour Mme Simon en Islande. Les repas dans l'avion, coûtent centaines de milliers de dollars. Les fameuses 500 tranches de lime à bord de l'avion qui avaient coûté une fortune. On a aussi le budget de vêtements qui a été révélé. Là, ça 88 000 en achat de vêtements depuis 2017. Mais ça aussi, il nous avait dit que c'était raisonnable. Elle avait droit à 130 000, puis elle a juste pris 88. Ben voilà, encore une fois, c'est raisonnable. Non, ce qui est effarant un peu là-dedans, Mario, comme d'habitude, c'est surtout qu'on a droit, à chaque fois qu'il sort des chiffres comme ça, à une lettre envoyée du bureau de la gouverneure générale, mais elle n'a jamais à répondre à aucune question par rapport à ça. Non, jamais. Elle ne répond pas de ses dépenses. C'est la reine. C'est vrai. C'est la représentante de la reine chez nous, donc elle ne répond pas de ses dépenses. Dans les nouvelles judiciaires maintenant, de nouvelles accusations qui sont tombées sur cet homme qui a été atteint de tirs policiers mercredi dernier. Là. On se souviendra à Hampden, tout près de Scottstown, en Estrie. Germain Lemay, là, on en a parlé beaucoup ici à l'émission. C'est cet homme, ce complotiste, qui a diffusé des vidéos menaçantes. Là. Il est assez troublant de merci depuis... Non, extrêmement agressif. On a écouté des extraits en ondes, c'est fou. Là. Oui, c'est quelque chose. Là. Germain Lemay, entre autres, qui semble s'apparenter à des mouvances comme celle de QAnon, entre autres... qui se targue de dire que les gouvernements sont composés de pédophiles, ni plus ni moins. Là. Premier ministre Legault, Premier ministre Trudeau, diffuser beaucoup de messages extrêmement agressifs, semble-t-il, sur la police, qui aurait eu des munitions même dans certains messages, ce qui aurait forcé la police à débarquer chez lui avec quand même, là, c'est pas n'importe qui, le groupe tactique d'intervention, là, le GTI. Qui ont été accueillis avec le monsieur qui pointait son fusil. Là. Exact, qui aurait braqué une arme à feu sur les policiers. Puis c'est d'ailleurs une des accusations là, qui vient de tomber de plus. Parce qu'au début, c'était un port d'armes dans un dessin dangereux, là, duquel on l'accusait. Et là, mais maintenant... c'était sûr que ça allait pas se limiter à ça. Là. Bien sûr. Bien sûr. Alors là, c'est des menaces de s'en prendre à tout policier qui se présenterait chez lui, menaces envers un agent de la CNSST, menaces de s'en prendre aux installations de l'organisation, menaces d'avoir braqué donc une arme à feu sur les policiers qui vont s'ajouter donc à tout ça. Puis compte tenu de la gravité des accusations qui sont contre M. Lemay, puis le fait... On imagine bien, là, on a un homme qui pense que le gouvernement au grand complet est composé de criminels. On s'entend que si on lui donne des ordonnances pour la cour, il y a des bonnes chances que monsieur décide de faire faux bon. Ce qui fait en sorte que pour l'instant, on s'oppose à sa remise en liberté. Il va y avoir une enquête de caution qui va se tenir dans les prochains jours. Lui qui était à l'hôpital là, de Sherbrooke depuis son arrestation, donc maintenant a obtenu son congé. Il a été atteint par balle. A été atteint par balle, se retrouve maintenant à la prison Talbot de Sherbrooke où il est détenu. On verra pour le reste du procès qu'est-ce qui va se passer de son côté. Mais c'est certain que ça va être assez intéressant à suivre. Merci. Puis dans une cause... pas similaire, Mario, mais sur laquelle on pourrait relever un certain lien, merci, c'est cet homme, Brian Paré, qui, lui, est accusé d'avoir parti les feux de forêt dans le coin de Chibougamau. On se souviendra des grands feux de forêt qui ont été allumés cet été au Québec puis dans le reste du Canada. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui sont d'origine naturelle, mais plusieurs incendies autour de Chibougamau auraient été allumés par Brian Paré, qui fait face à 11 chefs d'accusation, plusieurs d'incendies criminels. Dans son cas, lui, l'homme de 37 ans, son avocat tentait d'argumenter comme quoi le monsieur Paré aurait peut-être été là, absent mentalement dans un épisode psychologique au moment où il allumait les incendies. Puis finalement, on a déclaré qu'il y aurait responsabilité criminelle de ses gestes, va pouvoir suivre son procès comme bon lui semble. Donc ce sera là, un autre procès à suivre. J'ai hâte de voir ce procès-là parce que tu sais, allumer des feux sur des grandes échelles, c'est une gravité... Tu sais, là, la ville a été protégée, il n'y a pas eu de perte de vie humaine, mais tu allumes des feux de forêt à proximité des zones habitées ou de villes. Je veux dire, la gravité potentielle est énorme de ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Puis, c'est que tu le contrôles plus. Là. Une fois que tu allumes un petit feu de forêt, volontairement pour le fun... Ouais, ça sort de tes mains, là. Oui, tu peux plus dire je vais arrêter le train une fois qu'il est parti, là. Ouais, puis on s'entend qu'après ça, les dégâts
Oui, ça s'est bien passé, entre gros guillemets, mais après ça... Non, mais les coûts financiers, quand même, d'éteindre les feux, c'est énorme. C'est inimaginable, la perte de biodiversité, ça se calcule mal, mais après ça, toute cette forêt-là qui a brûlé va prendre des années à repousser. C'est une forêt qui fait vivre des gens, qui génère des emplois, si le calcul est astronomique. Je sais pas comment on va mesurer la gravité de ces gestes. Oui, 2 procès qui vont être assurément à suivre. Économie. La PDG sortante de la Banque Laurentienne pourrait recevoir une indemnité de départ assez élevée, Mario. On calcule environ presque 7 millions de dollars, 6,7 millions de dollars pour être précis, de prime de départ que pourrait toucher Rania Llewellyn, celle qui gagnait déjà l'an dernier 3,38 millions de dollars quand même. 3,38 par année, mais qui avait eu un 3 de bonus de signature, je pense, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Oui, lorsqu'il était arrivé à son embauche en 2020, 3 millions, on lui avait donné d'argent. C'est l'année dernière. 3 millions de bonus de signature, 3 millions par année, puis 7 en partant. Oui, dans son Ça fait un 3 ans payant, là. Ça fait un 3 ans assez payant. Merci pour celle qui était, là, jusqu'à lundi, louangée au sein de l'entreprise. On parlait de son histoire, là, de simple caissière à temps partiel de la Banque Scotia qui a gravi tous les échelons pour se rendre à la tête de la Banque Laurentienne en 2020. Il faut dire que son passage aurait été lucratif. Peut-être un petit ajout d'insulte à l'injure. Son passage n'a pas tellement bien fini, là, parce que c'est quand même elle qu'on a mis dehors en fin de semaine pour une incapacité, mais totale et complète, de gérer la crise qui s'est vécue la semaine passée, de rassurer la clientèle. Oui, puis c'est toujours, après ça, de voir... elle va quitter, certes, mais c'est peut-être l'insulte à l'injure, Mario, pour les gens qui ont eu de la difficulté à accéder à leur compte et tout. Maintenant, qui pensaient peut-être avoir obtenu justice, un tout petit peu, du moins, en voyant quelqu'un quitter là, par responsabilité de ce qui leur a été causé. Savoir qu'elle part avec un 7 millions quasiment d'argent, c'est un peu amer. Ça va passer mal. Maintenant, sur les affaires internationales, le chef républicain du Congrès, Kevin McCarthy, vient tout juste de se faire démettre de ses fonctions. Il y avait un vote de destitution qu'il visait, puis ce qui en fait, en ce moment, là, le seul speaker de l'histoire américaine évincé de son poste. Là. C'est jamais arrivé dans l'histoire qu'on a un speaker comme ça qui se fait enlever. Pourquoi? Parce que, règle générale, quand vous êtes speaker, mais vous êtes du côté de la majorité. Si vous avez la majorité de votre côté, vous faire sacrer dehors, mais il faut qu'il y ait des dissidents. Mais là, la majorité, elle est républicaine, et le Parti républicain n'existe plus. Là. Il y a une aile MAGA, une aile Trump, qui est ingérable à l'intérieur. Là. Dans le cas du Congrès, ils sont pas si nombreux, ils sont une vingtaine. Mais ils sont assez, vu la marge de vote qui est assez mince, merci. Là. C'est très, très, très mince la différence de vote entre les républicains et les démocrates. C'est 9, je pense. Ce qui fait que ces républicains-là peuvent faire la pluie et le beau temps. Puis Kevin McCarthy vient d'en payer le prix. Il se fait enlever, puis on n'a pas trop d'idées exactement de qui pourrait venir le remplacer. Là, il va y avoir des votes aussi qui vont se poursuivre. Mais c'est clairement une conséquence du Trumpisme. Là, oui, à 100%. Oui. Ce sont des gens qui se disent eux-mêmes là, les MAGA, les Make America Great Again, slogan de campagne de Donald Trump encore et toujours, puis qui comporte des éléments radicaux. Là. On peut utiliser le terme. Le Matt Gaetz, qui était celui qui proposait entre autres cette motion de destitution-là, qui lui est très proche aussi de Marjorie Taylor Greene, par exemple, là, qui est une élue qui a fait flotter des théories conspirationnistes, complotistes constamment, qui ment constamment également dont certaines sur les réseaux complètement sociaux. Ridicules. Oh oui, elle a déjà été filmée en train d'harceler des gens en leur disant que leurs enfants n'étaient pas vraiment morts dans la tuerie de Sandy Hook. Ça a déjà été fait, entre autres. Non, c'est vraiment de drôles d'élus qui sont sur place là, autour de tout ça et qui, maintenant, ont quand même réussi à faire tomber Kevin McCarthy, qui a passé là, une carrière entière à consolider ses appuis puis se rendre là. Le Parti républicain, ce qu'on pourrait voir comme spectacle, peut-être que on dit qu'il y a des candidats peu connus qui pourraient essayer de rallier tout ce monde-là, de ramener une certaine unité, mais il y a un risque que le Parti républicain éclate en plein jour, éclate sur la base de cette division-là. Risque de plus en plus présent. Il n'y a personne qui est capable non plus de rejoindre Donald Trump dans les sondages, ce qui fait en sorte, entre autres, que M. Trump, lui, continue de faire toutes sortes de déclarations à l'emporte-pièce, a envoyé aujourd'hui un communiqué en demandant d'annuler tous les débats du Parti républicain pour le couronner immédiatement. Puis pendant ce temps-là, lui est en cours en New York pour ses affaires financières de son entreprise. Cour civile, faut-il entendre. Mais aujourd'hui, le juge, dans ce cas-ci, a ordonné
à Donald Trump là, dans les dernières heures, a mis ce qu'on appelle un gag order, là, un ordre de bâillon sur lui parce que M. Trump s'est mis à faire flotter sur son réseau Truth Social des espèces d'allégations complètement fausses en disant que la greffière de son procès, là, on s'entend, c'est pas la juge, là, c'est la greffière qui s'occupe donc du bon fonctionnement du procès. Elle serait la petite amie secrète d'un démocrate, Chuck Schumer. Tout ça à partir d'une photo trouvée sur le web. Mais à chaque fois qu'il dit des choses comme ça, M. Trump, ben, ses partisans se déchaînent sur les réseaux sociaux. C'est insultes, menaces de mort, harcèlement contre ces gens-là. Et là, on a pris les grands moyens et on lui a dit que maintenant, là, plus de déclarations verbales, plus d'utilisation de réseaux sociaux, plus d'envoi d'emails qui concernent les membres de la Cour. Procès, ouais. Parce que sinon, il s'expose à des sanctions sévères. Et par ça, on entend des peines de prison, Mario. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.